On ne fait pas de la fiction pour le simple plaisir de raconter des histoires. On ne fait pas de la peinture pour le simple plaisir des yeux. Mais toujours le travail d'un matériau, quand il ne s'agit pas d'un travail simplement formel ou simplement une simple manipulation gratuite, si vous voulez, toujours le travail d'un matériau réclame cette raison, et réclame une raison, et cette raison, pour Deleuze, c'est une expérience. C'est-à-dire que même quand l'artiste essaye, même quand il tâtonne, au besoin en accueillant une part de hasard, en tolérant une part de hasard, en comptant au besoin sur la combinatoire, comme chez un écrivain comme Calvin, par exemple, son seul critère est la trouvaille, c'est-à-dire le surgissement imprévisible d'un fragment de désir, d'un fragment d'affect, d'un fragment de pulsion dans l'entrelacement des signes. Le travail d'un matériau, donc, c'est une expérience, c'est-à-dire, pour reprendre un peu les termes de Deleuze et Guattari, c'est l'élément d'un investissement du désir, c'est l'élément d'une circulation effective ou d'une circulation émotive, c'est l'élément d'une exploration du désir par lui-même, l'élément d'une auto-exploration du désir, rien à voir donc avec une simple représentation du désir ou d'une expression du désir, je vais y revenir tout à l'heure, mais la conception que Deleuze se faisait de l'art était très éloignée de l'idée d'expression. Pour Deleuze, un artiste, c'est quelqu'un qui, œuvrant dans un certain matériau, touche à ses propres points sensibles, repère des hantises qui sont les siennes et joue dangereusement avec elles. Et ces hantises ou ces bizarreries, ce sont aussi bien celles de l'époque ou de la culture dont il fait partie. Et dès lors, si l'artiste en tant qu'homme est aussi malade que chacun de nous l'est, d'une maladie comme je viens de lire, qui n'est pas la sienne en particulier, mais qui est plutôt celle de toute une époque, de toute une civilisation, alors l'artiste en tant qu'artiste se définira comme le médecin de cette maladie, le clinicien de ses propres symptômes. Et c'est à cet égard que Deleuze aimait reprendre la formule de Nietzsche, médecin de la civilisation. De sorte que l'art doit être considéré dans une double perspective, une perspective à la fois critique et clinique, selon un couple de notions auxquelles Deleuze a tenu toute sa vie. Non pas qu'il y ait tout d'abord la vie, puis l'art, si vous voulez, qui serait l'expression de la vie. Non pas qu'il y ait l'expérience, le désir, et ensuite seulement l'élaboration artistique qui témoignerait de l'expérience, mais pour Deleuze, l'élaboration artistique est le lieu même, la condition pour qu'une expérience ait pleinement lieu. C'est-à-dire qu'il n'y avait pour lui d'expérience réelle, véritablement accomplie, que dans l'art, par l'art. Et enfin, je vais y revenir tout à l'heure pour l'expliciter, parce que l'expérience réelle ne peut pas être chez Deleuze simple affaire de vécu, comme diraient les phénoménologues. Mais s'il y a de l'expérience, s'il y a de l'expérience au sens fort, alors l'expérience est quelque chose qui non pas prend la forme du vécu, mais porte le vivant aux limites du vivable, mais le vivant aux prises avec de l'invivable. Et cette limite de lui-même, que le vivant ne peut pas soutenir longtemps, cette limite peut du moins prendre consistance dans des signes, dans une œuvre. Autrement dit, cette limite et cette expérience ne s'accomplissent pleinement qu'au moyen d'une œuvre. Alors vous voyez pourquoi il ne serait pas juste de dire, même si Deleuze a parfois l'air de le dire, notamment au début du chapitre de Qu'est-ce que la philosophie qui est consacré à l'art, que l'art conserve quelque chose, conserve la sensation, c'est-à-dire conserve, ou du moins, tout dépend en quel sens on le prend, et il ne serait pas juste de dire que l'art, si vous voulez, de faire une interprétation trop simple ou trop vulgaire de cette formule, l'art conserve. C'est-à-dire, il ne faut surtout pas comprendre que l'art conserve ce que la vie, dans ces moments intenses, vit sur un mode fugitif, si vous voulez. Parce qu'à ce compte-là, et c'est un risque d'ailleurs de l'esthétique contemporaine, il n'y aurait plus de démarcation entre la vie et l'art.
puisque l'art, quand il est créateur, serait identique à la vie conservée, et de son côté, la vie dans ces moments intenses serait presque fugitivement artistique. Alors c'est là un certain poncif de l'esthétique du XXe siècle, mais je ne crois pas que Deleuze soit tombé dedans, car quand Deleuze dit que l'artiste est un grand vivant, il le dit souvent, quand il dit que l'artiste est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui l'a bouleversé, il ne veut pas du tout dire que l'artiste serait en quelque sorte le témoin d'une expérience exceptionnelle, l'heureux dépositaire d'une expérience que tout le monde ne fait pas, le témoin d'un héroïsme passager de la vie, mais il veut dire que l'artiste a été grand vivant en tant qu'artiste. Et ce qu'il l'a vu, il l'a vu, et là Deleuze le dit explicitement, notamment dans Critique et Clinique, à plusieurs reprises, ce qu'il a vu, il l'a vu entre les mots qu'il agence. Il l'a vu entre les lignes et les couleurs qu'il agence. Il l'a vu dans les blocs de mouvement duré, pour reprendre la définition que Deleuze donnait du cinéma, qu'il agence. Et qu'il agence de manière chaque fois insolite et tendue. Et puis surtout ce poncif si vous voulez, de la vie identique à l'art, ou de la vie qui dans ces moments intenses ne se distingue plus de l'art, et de l'art qui n'est art que s'il est vivant. Ce poncif ne nous fait jamais sortir d'une logique de l'expression. Or, je crois, comme je l'ai commencé à le dire tout à l'heure, que l'art pour Deleuze n'est pas expression. Je dirais même plus, si l'art met en jeu le désir, alors il ne peut pas relever d'une logique de l'expression. Si la limite dont je parlais tout à l'heure, la limite de lui-même à laquelle le vivant est porté dans ce qu'on peut appeler des expériences, au sens fort, contrairement au vécu, si cette limite est à proprement parler ce qui ne peut pas être vécu par le vivant, mais qui ne reçoit sa véritable consistance, son véritable accomplissement que dans des signes, que dans une œuvre, et dans une œuvre qui en ce sens est bien loin d'être seulement pour une conscience, j'y reviendrai tout à l'heure, alors on voit pourquoi, encore une fois, jamais l'œuvre ne peut se réduire à un simple témoignage ou à la simple fixation d'une expérience, mais on voit combien l'œuvre est l'élément même de cette expérience ne pouvant se dérouler ailleurs que dans l'art, expérience qui ne se sépare pas par conséquent de l'élaboration d'un certain matériau. L'expérience n'est nulle part ailleurs, encore une fois, que entre les mots qu'il faut tisser, non pas derrière les mots, mais dans l'entrelac tendu des mots, ou dans l'entrelac tendu des images, etc. Et c'est pourquoi l'art est toujours double, comme je disais tout à l'heure, critique, clinique, toujours justiciable d'une approche à la fois critique et d'une approche clinique, et cet aspect double, c'est-à-dire cette idée que l'expérience n'a lieu que dans cette duplicité, ou même comme Deleuze en est venu à le dire à propos de ce qu'il appelait un cristal, que voir c'est toujours voir double, que toute image se subdivise toujours entre une part actuelle et une part virtuelle. Eh bien cette idée c'est ce qu'il appelait le cristal, que je reviendrai tout à l'heure un petit peu, qui, à mes yeux, est le concept esthétique ultime de Deleuze, et peut-être même le seul concept dont on puisse dire, voilà un vrai concept esthétique, c'est-à-dire un concept qui n'est que esthétique. Un concept qui introduit, en toute nécessité, l'art dans la philosophie. Enfin, et ce sera le deuxième pan, si vous voulez, de mon propos, la deuxième partie de mon propos. Si l'art relève à la fois de la critique et de la clinique, il faut tenir compte du fait que le mot critique chez Deleuze, lorsqu'il l'emploie dans ce doublet, critique-clinique, est un mot évidemment ambigu parce que certainement il renvoie à la lecture et au commentaire de l'œuvre, au sens où on parle de critique littéraire ou de critique d'art, bon, et à une critique d'art et une critique littéraire au sens supposé noble du terme, tel que les romantiques allemands, par exemple, utilisaient le mot, mais le mot critique renvoie aussi bien chez Deleuze à la critique au sens philosophique du terme, dans la mesure où Deleuze ne se veut pas lecteur des écrivains
ou spectateur de peinture, de film, sans se définir constamment comme un héritier et en même temps un rénovateur de la fameuse question dite critique en philosophie, c'est-à-dire la question introduite par Kant, le nouveau type de questionnement introduit par Kant, et qui consiste à poser la question des conditions de l'expérience. Quelles sont les conditions de l'expérience, ou de quel droit se réclame le fait? Cette question a d'une certaine manière été introduite par Dork hier à propos de la bêtise. Lorsque Deleuze part d'un énoncé et dit devant un tel énoncé on a le sentiment d'une vulgarité, et la question qui nous vient à l'esprit, c'est pas tout de suite de la dénoncer, de la critiquer, de la nier, mais de se dire mais comment il faut vivre et comment il faut penser pour être capable de produire de tels énoncés. Quel est le mode d'existence et le mode de pensée impliqué dans un tel énoncé? Eh bien, c'est exactement introduire la question kantienne quid jurisme, l'introduire à sa manière, à Deleuze, c'est-à-dire quel droit est impliqué dans le fait, hein, quelles sont les conditions pour qu'une telle chose puisse être dite.